Bonsoir, Yves Claude. Bonjour, Alexis Wadja. En deuxième partie d'émission, on reçoit l'artiste Émilie Monet, comédienne, auteure et metteuse en scène, pour venir nous parler de Nigamun Tuna, qui est un manifeste poétique porté par Émilie Monet et Wara Nia, qui va être présenté à l'Espace Go. Ah, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. On a hâte d'aller voir ça et on a hâte d'entendre Émilie nous parler de ça aussi, bien sûr. Mais quel honneur on a aujourd'hui avec nous en studio. Une grande dame qui a inspiré tellement de carrières, qui a fait tellement d'éducation, une artiste accomplie en chant, en cinéma, en multidisciplinaire aussi, donc en peinture. Il y a une exposition qui s'en vient, qui va bientôt, dont on va parler. Mais on veut entendre parler de son parcours un peu, bien sûr. Et moi, j'utilise de son matériel pour mes enseignements dans mes cours. Donc, on a vraiment l'immense honneur de recevoir une femme de ma nation, une Wabanakiak, Alanis Obomsawin. Quoi? Bonjour. Wadja, Alanis, c'est un honneur de vous recevoir. Merci d'être là. Alanis, comme on sait, ça fait vraiment... vous avez une carrière vraiment... fructueuse et on voit que malgré les années de sagesse que vous avez cumulées, vous n'êtes pas prête de vous arrêter, vous êtes encore très active. Il y a des expositions qui s'en viennent, comme Alexandre en parlait plus tôt, on va en parler. Il y a aussi le coffret spécial avec 28 de vos œuvres qui avaient été sorties à l'ONF, donc Alanis Obomsawin, un héritage. Et donc, ça avait sorti par l'ONF, puis c'est une sélection que vous aviez fait, donc c'est une collection quand même de 12 disques. Quand vous êtes arrivé à l'ONF en 67, est-ce que vous pensiez que vous alliez rester là toute votre carrière, ou vous pensiez que ça allait être quelque chose de temporaire? Qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment fait une carrière si longue à l'ONF? Premièrement, je ne connaissais rien du film. Je ne connaissais pas le cinéma. Même que je me souviens, moi, j'ai été élevée à Odanak jusqu'à l'âge du temps de l'école. Après ça, j'ai été à Trois-Rivières avec mes parents. Je suis allée à l'école à Trois-Rivières. Puis un jour, à la récréation, j'avais entendu les enfants qui disaient « On est allé aux vues ». Puis moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors, je pensais que c'était une place ou une ville. Puis j'osais pas rien dire parce que dans ce temps-là, je me faisais battre beaucoup. C'était très mauvais, mon temps. Je me souviens, j'étais venue à Odanak, puis j'avais dit à Tophil, je dis, es-tu déjà allé là, toi, aux vues? Puis c'est aperçu que je savais pas de quoi je parlais. Puis c'est juste plus tard que j'ai compris. Puis on est allé dans la commune, puis il me disait, regarde, étends-toi, là, puis regarde en haut. Puis c'était plein de nuages. Il me disait, qu'est-ce que tu vois? Alors là, je disais toutes sortes d'histoires. Puis je me souviens que j'y avais dit, je vois ma tante qui est en train de se farder dans les nuages. Puis il m'a rien dit. Puis c'est juste plus tard que je me suis dit, il devait vous la dire, c'est ça les vues. C'est ça la place des vues. Imaginez-vous. J'aurais jamais pensé, c'est pas moi qui s'y connaissais dans le cinéma, pas du tout. Moi, ma révolte, c'était contre le système de l'éducation, les livres qui se servaient pour enseigner l'histoire du Canada. Alors, j'ai pas appris ça du jour au lendemain, mais avec le temps, je me disais, les enfants, ça c'est parce que quand la maîtresse sortait son livre de l'histoire du Canada, je savais que j'étais pour être battue ce jour-là. Ah, c'est l'histoire des Oblates, là, le livre turquoise, là, l'histoire du Canada? C'est le livre, oui, puis il y en a plusieurs, mais ça s'appelait les livres des écoles chrétiennes, des frères des écoles chrétiennes. Et puis, c'était les sauvages, et puis on avait scalpé les pauvres blancs. Puis, les enfants me regardaient et me détestaient. Puis quand j'ai un peu mieux compris, parce qu'à chaque fois qu'il y avait cette histoire-là, j'avais beaucoup de problèmes. Puis je me disais, si les enfants entendaient une autre histoire, ils ne seraient pas comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Je chantais, j'étais petite fille, puis je chantais tout le temps. Avant de faire des films, vous avez chanté, c'est ça? Oui. Puis raconter l'histoire. Raconter des histoires. Oui. Vous avez été une artiste qui avait déjà
une certaine portée en tant que chanteuse et conteuse. Oui. Vouloir conter des histoires, c'est ça qui vous a amené? Qui vous a dit vous pourriez aller voir l'ONF? Ou comment ça s'est passé, le premier contact? Comment ça s'est passé? Pas du tout. L'entrée? Non, premièrement, quand moi j'étais à Odanak, et oubliez pas, j'ai 91 ans, il n'y avait pas d'électricité. Puis il n'y avait pas d'eau courante. On avait un puits chez ma tante Jessie, c'est là que je restais. Puis il y avait une route, puis ça, c'était une route en terre. Puis il me semble que dans ce temps-là, tout se passait là. Parce qu'il n'y avait pas des rues comme aujourd'hui. Oui, il y avait juste qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la rue Wambanaki. Oui. OK. Puis elle s'appelait même pas comme ça dans ce temps-là. Non. Alors, tu sais, c'est... Puis alors, ce qui se passait, c'était des lampes à l'huile. Alors, le soir, on se ramassait surtout dans la cuisine. Puis il y avait des adultes qui racontaient des choses. Puis comme à Odanak à ce moment-là, parce que tous les gars étaient guides dans le bois pour guider, incluant mon père. Alors, ils racontaient des histoires, puis alors nous autres, on était 3, Roger puis Geneviève, on écoutait les histoires, même si tu avais eu 10 enfants, t'entends une histoire, t'as 10 films ici. Parce que, comme on n'a pas d'image, on fait de l'imagination, puis on se crée des images. Puis ça vient de là, le fait que je travaille de la façon dont je travaille. Ça, je suis sûre et certaine. Parce qu'il y a à peu près juste moi, puis j'enseigne, je fais beaucoup de mentorat, puis je le dis aux jeunes, puis ils disent « Oh non, moi, je veux pas rien perdre, je vais avec la caméra. » Alors, j'essaie de leur expliquer que le son de la voix, la parole, c'est sacré. Et quand quelqu'un raconte, si tu viens et tu fais du son avec une personne, comme on fait en ce moment, si la personne se sent pas menacée ou volée, qui est à l'aise, va raconter des choses qui sont grandes, qui font partie de leur vie. Des fois, c'est triste, des fois, il y en a qui pleurent, des fois, c'est drôle. Alors, le son de la voix, moi, je compare toujours ça à les vagues dans la mer. Parce que la voix change. Et si quelqu'un est triste, la voix prend une autre forme, le son est très différent. Alors, quand je commence des films, à moins que ce soit des choses qui se passent qu'il faut que je filme à ce moment-là, je fais toujours des entrevues seulement le son, pour entendre, pour bien comprendre c'est quoi cette histoire-là, puis qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Alors, je prends un soin extraordinaire sur le son, mais je pense que ça vient du fait, enfant, on n'avait pas d'image, on s'imaginait, mais on écoutait. J'ai entendu énormément d'histoires que je raconte encore aujourd'hui aux enfants. Puis ce que j'ai réalisé plus tard, en vieillissant, c'est que dans nos peuples, parce que j'ai voyagé à travers tout le pays, pas seulement au Québec, mais à travers le Canada, dans différentes nations, et il y a des choses qui se ressemblent. Et surtout quand tu parles avec les gens âgés ou qui ont une connaissance que souvent... quand ils s'en vont, tu ne sais pas si tu ne les as pas écoutés. Mais pour moi, c'est ce qui m'a fait apprendre que les animaux ont leur histoire. C'est égal aux humains. Et souvent, quand ils racontaient des histoires, il y avait un caractère, un ours qui m'a fait honte, là, c'était effrayant. Puis c'était toujours égal. Alors, ça vient de là. Alors, quand... finalement, c'est quand on a bâti la piscine à Odanak, là. Ouais. Ça... pour mettre les auditeurs en contexte, on n'avait pas de piscine à Odanak. Puis les enfants d'Odanak, à une certaine époque, voulaient aller à la piscine à Pierreville et... ils n'étaient pas bienvenus. Ils n'étaient pas les bienvenus. Donc, ma mère était revenue en pleurant à la maison à un moment donné, puis a dit ça à Mme Obomsawin. Et Mme Obomsawin a pris sur elle de construire aujourd'hui une piscine qui est encore là à Odanak. L'ironie de l'histoire, là, les enfants de Pierreville aujourd'hui n'ont plus de piscine, puis ils viennent à Odanak. Puis je présume qu'ils sont mieux accueillis. Aujourd'hui, ils sont bien accueillis. Tous les enfants sont accueillis. Ben oui. Oui. Mais c'est bien de voir qu'il y a des choses qui ont changé. Mais pour revenir à l'ONF, comment vous êtes entré là? Ben c'est ça. Ouais. Quand, là, moi, je me suis dit quand les enfants ont dit ça sur le coup, tu sais, j'étais enragée. Je dis, sont-ils racistes à mon goût? Je devrais faire une conférence de presse, puis je devrais exposer ça. Puis, tu sais, je me parlais alors, j'ai dit, non.
on n'est pas pour envoyer nos enfants quand ils sont pas bienvenus à une place. Fait que moi, j'ai dit aux enfants, à ta mère et à sa sœur, j'ai dit, inquiétez-vous pas, on va avoir notre piscine. Bien, le lendemain, hein, les enfants, où est-ce qu'est la piscine? Alors là, j'étais au conseil de bande, je leur ai demandé la permission de faire une campagne. Puis ils me l'ont donné. Alors là, moi, je pensais que ça allait être facile, parce que j'étais pas mal connue, je faisais beaucoup de choses à la radio, à la télévision, tout ça. Mais ça a été l'enfer. Ça a été très difficile. Ah oui. Je connaissais beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent, puis qui étaient fantastiques. Puis j'avais un ami qui était avocat. Il a tout fait le travail pour rendre un nom que tu pouvais, si tu donnais, je pouvais donner des reçus. OK, un reçu d'impôt, de charité. Des reçus d'impôt. Alors, pour rien, tu sais, tout... Et il y a un gars, Ron Kelly, qui est devenu un ami plus tard, mais il faisait du documentaire pour Radio-Canada, CBC en anglais. Alors lui, quand il a vu ce que je faisais, il m'a dit « Hey, on va faire un film là-dessus ». Il a fait un documentaire sur la campagne de la piscine. Ah ben, ça existe encore, ce documentaire-là, quelque part? C'est CBC qui l'ont. Tu peux le regarder n'importe quand. Oui, tu peux le trouver dans les archives, je pourrais certaines. Ouais. Puis là, alors le film a passé, ça s'appelait... il y avait un programme là, très populaire, Télescope. OK. Puis là, les gens de l'Office l'ont vu, puis c'est eux autres qui m'ont invité là. Puis moi, je connaissais rien dans le film. Puis là, quand j'ai vu, il y avait un studio qui s'appelait Multimédia. Puis tout ce qu'ils faisaient là, c'était pour l'enseignement. Là, j'ai dit, moi, je suis au paradis ici, là. C'est incroyable. Parce que je me battais pour changer la façon dont on enseignait l'histoire. Oui, Multimédia, je pense que c'était une organisation d'enseignement populaire, si je ne me trompe pas. Bien, il faisait du documentaire. Mais c'est là que j'ai fait les événements de Restigouche. Oui. Ouais. Ben, pas à travers CBC, mais ils l'ont, là, mais c'était dans ce temps-là. OK. Et puis, c'est comme ça. Alors, quand en premier temps, je faisais ce qu'ils appelaient Educational Kits. C'était des films fixes. Le son venait sur un long jeu, dans une classe, par exemple. Puis toutes les classes avaient un petit projecteur. Puis on montrait un film fixe. Un film fixe, ça veut dire... c'est une 35 mm, comme les diapositives, sur une fixe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de son là-dessus, c'est juste les images. Alors, quand tu étais dans la classe, quand moi j'ai commencé, tu avais le tourne-disque ici. Alors, il disait, il y a eu 12 chefs ici. Puis là, la maîtresse disait à un enfant, va t'asseoir à côté du projecteur, puis tu tournes le frame quand pour que ça soit synchronisé. Oui. puis moi, ça m'a pris tellement de temps à apprendre et à faire ce que j'avais à faire. Je faisais travailler en 3 langues. Par le temps que ça a fini, il y avait quelque chose d'un progrès. OK. Puis savez-vous ce que c'était le progrès? Tu faisais le même son sur un long jeu et le film fixe. Puis là, tu n'avais pas besoin de personne à côté. Puis le son disait, il y a eu 12 chefs ici. Boing! Fait que t'entendais le bong pour synchroniser. Puis le film tournait tout seul. Puis moi, je me disais, quand je vais aller... Le premier fait que j'ai fait, c'était à Manoine. Puis il y avait 7 films là-dedans, puis c'était vraiment... César Néwachiche racontait l'histoire de Manoine. Première partie, deuxième partie. Puis là, je me disais, quand ils vont entendre ça, boing après chaque phrase, ils vont dire, c'est arriéré, ça n'a pas de bon sens. ça a été tellement fantastique. Puis quelques années après, l'Office a transféré ça sur des DVD. Alors, vous pouvez tout voir ça, les DVD, c'est merveilleux. Mais c'est pas des films qui sont disponibles en ligne, j'imagine, c'est des films... Oui. Non, oui, ils sont disponibles aussi en ligne parce que... C'est l'histoire, oui. On a discuté un petit peu avant l'émission, puis il y a des films sur le coffret qui ne sont pas en ligne. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas sorti encore. Ils n'ont pas sorti encore, c'est des nouveaux films. C'est des nouveaux films, puis il y a des bonus là-dedans que c'est nouveau. Comme par exemple, Trick or Treaty, il y a des bonus. Ça veut dire, moi je pense toujours à l'enseignement. Alors, comme moi, j'utilise Trick or Treaty dans mes cours de droit des peuples autochtones à l'Université de Laval pour faire comprendre aux jeunes c'est quoi un traité, mais aussi comment ça a été négocié ces traités-là à l'époque, de façon souvent malhonnête. Ah oui. Tout le temps, pas rien que de façon. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à l'Office, puis j'ai 91 ans, puis je suis rendue à 65 films, et je travaille encore.
Alanis Obama-Sawin, c'est passionnant de vous entendre. On va prendre quand même une petite pause musicale. Oui, on va aller écouter un de ses grands succès, Bush Lady Part 2 d'Alanis Obama-Sawin. Bush lady, lift up your head from that cold sidewalk. This is your Nokum talking to you. The sun is rising. Yes, I have come for you. I know this place where no one cries. I know this place where no one dies. Bush lady. Toujours agréable de se faire bercer par cette chanson-là. J'ai choisi la partie 2 parce que la partie 1 est vraiment intéressante, mais un peu plus longue pour nos besoins radiophoniques. J'ai eu la chance de vous voir en spectacle au Monument National il y a quelques années, puis c'était un spectacle vraiment mémorable. En plus de... Tout à l'heure, vous parliez un peu du passé. Vous mentionniez que vous avez été victime de violences plus jeune, probablement liées au racisme, je présume, selon le contexte que vous expliquiez plus tôt. Pensez-vous que, justement, vos œuvres, tant musicales que cinématographiques, que artistiques dans l'art visuel, pensez-vous que l'ensemble de vos œuvres contribuent à faire une éducation populaire puis à réduire la violence? Et là, je présume que vous ne vivez plus la violence que vous avez vécue quand vous étiez jeune, mais pensez-vous que ça peut avoir une influence sur aussi les générations à venir? Moi, je trouve que je suis très chanceuse de vivre aussi longtemps que je vis, parce que j'ai eu le temps de voir de grandes différences. Et je voyage beaucoup dans notre pays. Et... par exemple, tous les noms qu'on m'a... j'étais maudite sauvage sale. Ça n'arrive pas, ça, aujourd'hui. Puis je pense que nos jeunes ont une place que je suis plus inquiète. Tu sais, avant, c'était toujours difficile. Mettons, on parle comme artiste ou faire des films, des choses comme ça. Aujourd'hui, tout est ouvert. Puis je le dis aux jeunes, tout est possible. C'est ça, la différence. Autant que c'était impossible quand moi je grandissais, maintenant, c'est changé, c'est beau. On voit de la bonté chez tous les gens et je suis vraiment contente de vivre encore puis de voir. J'aime mon pays, j'aime les Canadiens, j'aime tout le monde. Puis je suis capable de dire à nos jeunes des choses que j'aurais jamais pu leur parler comme ça il y a 10 ans passés.
Alors, les progrès et les possibilités sont énormes et sont belles. Et autant que nos jeunes se sont fait insulter ou pas reconnus comme personnes humaines, c'est le contraire. Alors, moi, je me sens riche parce que je me dis, c'est merveilleux. Il y a Puis en plus de ça, je voyage à travers le monde et je trouve que le Canada a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, le nombre d'institutions que nous avons ici au Canada. Parce que je suis dans le film ou la radio, toutes ces choses-là. Dans ces institutions-là, qui sont en général soit provinciales ou fédérales, les portes sont ouvertes. Il y a une place pour la voix de tout le monde. Toutes les nations peuvent être entendues. C'est pas comme ça il y a 20 ans, là. Oublie ça. Alors, ça veut dire que si tu vas aux États-Unis, par exemple, si tu veux faire un film, il faut que tu te fies aux fondations. Il n'y a pas d'institution comme ici, on a l'Office national du film, Radio-Canada. Vous avez tous les postes qui se réservent à l'histoire, à la parole, que le monde de n'importe où ont une place. Imaginez-vous, je me trouve riche. Mais avec raison, je regarde, moi, du haut de mes 44 ans, je vois une différence aussi depuis les 10, 20 dernières années. Il y a des portes qui sont ouvertes maintenant qui ne l'étaient pas pour moi aussi, puis certainement que tout ça a une influence. Oui. On peut pas parler de votre carrière à la Nessa Bomsawin sans parler de quelques films marquants. Comme par exemple Wabanaki, le peuple du soleil levant, qui raconte notre histoire de notre nation. C'est sûr que là, je suis peut-être un petit peu biaisé parce que c'est marquant pour moi, là, mais c'est un grand film qui vient faire un peu l'état d'où on vient, qui on est, où on va. Puis j'ai appris des choses dans ce film-là sur ma mère qu'elle m'avait jamais dit puis qu'elle a juste dit à votre caméra. Mais j'ai fait beaucoup d'entrevues quand j'ai fait ça. Pour moi, c'est bien important que nous autres, les Wabanaki, qu'on connaisse notre histoire. Hein. Et j'ai eu... c'est quelque chose qui me porte beaucoup à cœur. J'ai eu beaucoup de grands sentiments en faisant les entrevues avec notre monde à la maison. À Odanak, Oui, à Odanak. Puis toutes sortes d'affaires. Ma tante Alice... Elle est partie, ça fait longtemps. Des fois, je disais, je m'en vais à Odanak. Je m'en vais au village à Odanak. Elle disait, Odanak veut dire ville. Tu dis pas village. C'est pas un village, c'est une ville. Alors, depuis ce temps-là, je dis toujours, je m'en vais à Odanak ville. Puis c'est drôle, j'ai fait un film à Norway House. Hein? Puis il y a un chef là-bas, Evan, qui s'appelait. Puis une fois, je causais avec lui. Puis j'ai dit... The village is so beautiful. Il est pareil comme ma tante Alice. Il dit, a village? Il y a 8000 personnes qui vivent ici. C'est pas un village, c'est une ville. Fait que je dis, Norway House Ville. Oui. Odanak Ville. Est-ce que c'est à propos de l'affaire Jordan quand vous êtes allé à Norway House faire un film? Ou... Oui, j'ai fait plusieurs. J'ai commencé en 2010. OK. Quand on a commencé à couvrir tout ce qui se passait à la cour. Oui. Fait que c'est drôle parce que dans le coffret, ces films-là sont là, puis il y a les bonus qui n'ont jamais été vus. En langue cri? Il y en a en cri, en français, pas en anglais. Ils sont tous en anglais, tous en français, puis il y en a qui sont en cri. OK. Puis il y a un peu de Wabanaki là-dessus. Daniel a fait toute l'écriture à Benakis. OK. Puis, et Monique. Oui, Monique. Oui. Alors, ça, c'est bien pour, encore une fois, l'éducation. Puis on a fait... il y en a qui disent, tu as fait ça en DVD. Oui, bien, il y a beaucoup de villages qui n'ont pas tout l'équipement pour faire des choses en ligne, là, toutes ces choses-là. Même des fois aussi, la vélocité n'est pas suffisante, puis ils ne peuvent pas streamer vraiment des émissions. Moi, je regarde à Waswanipi, l'échange de DVD entre membres de la communauté est très courante. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont le satellite pour écouter la télévision, mais c'est quelque chose de quand même assez populaire. Aussi, Mme Bomsawin, vous avez reçu un doctorat honoris causa en cinéma par l'Université Laval. Est-ce que c'était quelque chose qui vous a surpris de recevoir un doctorat honoris causa?
Non, j'en ai reçu plusieurs. Oui, hein? Ah, oui. Mm-hmm. Mais non, c'est toujours très touchant parce que c'est une reconnaissance. Puis pour moi, comme je vous dis, pour moi, c'est l'éducation. C'est là qu'est le pouvoir. Puis je le dis aux jeunes. Hein? Soyez honnête avec vous-même. Regardez dans votre cœur ce que vous voulez faire. Tout est possible. Et pour moi, c'est le matériel. Je veux que les jeunes comprennent et entendent les différentes nations. Puis, il y en a 11 ici, mais il y en a d'autres ailleurs aussi à travers le pays. Et on apprend des choses d'une nation à l'autre. C'est toujours extraordinaire. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans le cinéma, suivre un peu vos grands pas, quel conseil vous donneriez aux prochaines générations intéressées par ce genre d'éducation populaire, ces outils-là? Oui. Il faut dire que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le documentaire. Ça veut rien dire que si vous faites des fictions, ça c'est un autre point de vue, mais moi, j'aime entendre la voix des gens, la parole. C'est vraiment sacré pour moi. Et c'est d'être capable d'écouter. Parce que souvent, quand j'enseigne avec les jeunes, puis je leur dis, vous avez des grands-parents, vous avez de la famille, avez-vous déjà pensé à écouter? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur leur vie? Puis et souvent, la réponse est, moi, je veux filmer. Je dis, non, commencez par écouter, juste le son de la voix. Et reconnaître la parole d'une autre personne, comment c'est sacré, comment c'est leur expérience de leur vie. Si vous êtes capable d'entendre ça, vous allez vraiment comprendre son histoire. Mais si vous pensez que vous interprétez, puis vous voulez avoir une caméra, la personne peut se dire « Hey, mon plancher est-tu propre? Mes cheveux sont-tu peignés? » Tu penses à ce que tu as de l'air. Hein? Ouais. Alors, pour moi, c'est d'être capable d'entendre. La voix sacrée. Oui. Alanis Obomsawin, c'était vraiment un immense honneur de vous recevoir ici. On peut aller voir votre filmographie sur le site de l'ONF. Donc, vous avez juste à taper Alanis Obomsawin sur Google. Vous allez tomber rapidement sur le site de l'ONF. Il y a aussi une exposition qui arrive, qui a été inaugurée à Berlin en 2022, mais qui s'en vient ici au Musée d'art contemporain en septembre. C'est votre art visuel. Vous êtes enfin exposé ici à Montréal. Oui. Et il y a le coffret aussi, A Legacy, un héritage d'Alanis Obomsawin de l'ONF. Ça vient juste de sortir. Ça vient juste de sortir. Donc, il y a plein de moyens de pouvoir aller voir votre œuvre. Elle est importante et on invite vraiment tout le monde à aller voir ça. Léonie. Oui, aussi, vous avez juste à taper mon nom puis vous allez avoir un bon siège. Oui. C'est le fun. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Quelle belle entrevue avec Alanis Obomsawin. C'est toujours touchant d'échanger avec elle, puis surtout très inspirant. Oui. Honnêtement, là, c'est une dame qui m'impressionne beaucoup. Oui, puis dans le domaine des femmes inspirantes, on reçoit Émilie Monet en ce moment. Oui, une autre personne super inspirante. Kwe, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci. En création, là. En les derniers 1000. Bon. Merci d'être là. Oui, ça fait plaisir. Donc, on te reçoit pour nous parler principalement aujourd'hui de Negamon Tunay. Est-ce que je le prononce comme il faut, premièrement? Tunay. OK. Tunay, ça veut dire chant en langue Inga. Puis, ça va être présenté au Théâtre de l'Espace Go du 14 au 30 mai. C'est une pièce de théâtre, c'est de la poésie. C'est quoi Negamon Tunay? C'est, comment expliquer? C'est une expérience assez immersive. Okay. C'est plus de la performance, c'est très installatif. Donc, c'est comme un espace scénique. Il y a une vraie forêt, là. Il y a des arbres, des roches, de l'eau sur la scène. Puis le public est assis au milieu de tout ça. Puis nous, on active l'espace par nos souffles, nos corps, nos voix. Puis il y a aussi des entrevues. C'est comme un peu un podcast immersif aussi, une balado immersive. Fait qu'on a fait des entrevues avec des gardiens du territoire de nos deux territoires, là.
Hum. Et donc, pardon, Émilie, cette production-là est faite avec Waira Nina. Donc, Ouais. cette nation-là, ça vient de Colombie amazonienne, c'est ça? C'est ça, oui. Elle est du peuple Inga. Donc, les Inga habitent un peu partout en Colombie, mais un de leurs territoires, c'est l'Amazonie colombienne, oui. Et comment vous avez fait, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et vous êtes revenus à... Comment l'aigle et le condor ont pu voler ensemble? Ben oui, c'est une histoire assez particulière et très, très spéciale. On s'est rencontrés il y a plus de 20 ans. À l'époque, je faisais ma maîtrise aux Pays-Bas, en Espagne. Puis elle avait été invitée, c'était une invitation de l'ONU sur le droit international pour les Autochtones. Donc, elle avait été choisie comme une leader de l'Amérique du Sud à venir pour recevoir cette formation-là. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis après, je suis allée une fois en Colombie, en Amazonie, il y a longtemps. C'était pour un festival sur l'art et l'eau pour la vie. C'était en 2009, je pense, ou 2007. Et puis, comme j'étais là-bas, je suis allée lui rendre visite. Puis là, ça a été le début d'une collaboration. Donc, ça fait plus de 10 ans là, qu'on plus collabore. Plus de 10 ans de collaboration pour en arriver à ceci qui va avoir lieu donc bientôt à l'Espace Go, ou vous avez fait d'autres projets à part de ça c'est un peu un working progress? Ben oui, c'est un peu le résultat de plein de choses qu'on a fait ensemble. Puis au début, on pensait vraiment faire plus une plateforme pour des échanges entre des artistes autochtones du Nord et du Sud, sa communauté puis de la mienne. Donc, par exemple, il y a quelques années, elle a écrit un livre d'histoire pour les enfants qui sont des histoires courtes inspirées de ses expériences en cérémonie avec son père et ses grands-pères qui étaient tous des Taïtas. Donc, les Taïtas, c'est comme les médecins traditionnels là-bas, en Amazonie. Et donc, elle a écrit des histoires magnifiques. Puis on a fait un projet pour faire les illustrations de son livre. Donc, c'était avec l'artiste Glenn Amatouche, l'artiste visuel Anishinaabe écrit. Donc, c'est ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de projets, c'est ça, de rencontres puis d'échanges artistiques entre nos communautés, oui. Est-ce que vous pensez éventuellement, parce que là, c'est diffusé ici, mais est-ce que vous pensez amener ça aussi peut-être dans le pays de Waira? Ben oui, c'est un peu le but aussi. Puis en fait, le projet, se centralise aussi sur l'extraction minière par des compagnies canadiennes en Amazonie en ce moment. Oui. Puis chez son oncle, là où il a son oncle est un Taïta aussi, puis il a construit sa maison cérémoniale et ils veulent construire une route juste à côté pour que cette compagnie qui s'appelle Libero Cobre, qui est canadienne, puisse extraire plus facilement du cuivre. Donc c'est un peu surtout l'impact en fait que l'extraction a sur Waira, sur sa famille. Je veux dire, là-bas, les crimes envers les leaders environnementaux puis les leaders autochtones sont vraiment nombreux. Puis il y a une impunité aussi là-bas. Tu sais, tu protestes et tu te fais assassiner, en gros. Ouais. Donc, c'est arrivé aux 2 frères de Waira. Puis donc, c'est ça, on regarde ça. Puis bon, le cuivre, c'est quand même central aussi à la culture Anishinaabe, surtout des grands lacs aussi. Ça fait partie des cérémonies. Donc, c'est tout regarder aussi ce rapport au cuivre aussi, depuis nos 2 cosmovisions. Ouais, il faut savoir que les agents coloniaux dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, puis tout ça, sont souvent des compagnies canadiennes. Mm-hmm. Puis exactement. Puis c'est comme tu l'as dit, qui ont peu de conséquences pour leurs actes, qui commencent à avoir quelques dossiers juridiques qui sont ramenés ici au Canada, mais les lois canadiennes font en sorte que c'est un pays où beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, même mondiales, viennent s'enregistrer ici au Canada à cause qu'ils ont le free mining, puis ils ont beaucoup moins d'impôts à payer. Ouais, non, c'est vraiment, puis ça nous fait vraiment réfléchir aussi, tu sais, s'il y a une demande plus accrue pour le cuivre, c'est parce que nous, au Nord, on veut faire un virage vers les économies, tu sais, les énergies renouvelables, les voitures électriques, les éoliennes, mais ça nécessite du cuivre. Donc là, ça te fait réaliser, waouh, l'impact que ça a sur les gens, sur la famille de mon ami aussi, tu sais, ce désir de vouloir, avoir une voiture électrique, mais on fait pas vraiment régler le problème de la surconsommation. On fait juste prendre une autre source plutôt que du pétrole, finalement.
Oui, puis surtout le fait de connaître justement quelqu'un en proximité comme ça rend cette réalité-là encore plus concrète, je présume. Là. Ben oui, ben tu sais, je veux dire, c'est arrivé ici aussi, là, mais il n'y a plus de cuivre ici, alors ils vont ailleurs pour aller l'extraire. Donc oui, ça fait réfléchir en tout cas. Donc, Nigamun et Tuna signifient chant en Anishinaabemowin et Inga. Est-ce que le manifeste poétique va surtout être dans ces deux langues-là ou on utilise un peu les langues coloniales comme l'espagnol, le français ou l'anglais? Ben en fait, il y a comme 5 langues dans le spectacle. Sur scène, Waira et moi, on fait beaucoup de sons avec notre voix aussi, mais quand on parle, c'est dans les langues Anishinaabemowin et Inga. Et sinon, toutes les entrevues qu'on a faites sont en français, en anglais et en espagnol. Donc ça, on offre comme une traduction à l'audio. Donc les gens vont toujours comprendre ce qui est en train d'être dit, mais c'est ça. Puis ce qui est en Anishinaabemowin et en Inga, on traduit pas. Est-ce qu'on va au-delà de la présentation sur scène à l'Espace Go? Tu nous parlais d'un podcast un peu plus tôt. Est-ce qu'il va y avoir une plateforme où tout ça va pouvoir être disponible dans les Amériques? Ben oui, c'est sûr que tu sais, finalement, c'est pas beaucoup de gens là qui peuvent voir un spectacle, mais l'idée c'est comme ça s'inscrit dans une plateforme plus large aussi de faire des projets entre le Nord et le Sud. Puis donc on a aussi un projet de documentaire là qu'on développe aussi avec Waira qui sera sûrement la suite aussi de cette collaboration. Cette collaboration-là, ce spectacle-là spécifiquement, il s'adresse à qui? Est-ce que c'est pour tous les âges? Est-ce que c'est pour les Autochtones spécifiquement? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? C'est qui le public? Oui, j'avoue que c'est pas des questions auxquelles je pense tout le temps spécifiquement. Dans l'équipe, on est quelques personnes autochtones aussi, donc c'est sûr que tu sais les conversations qu'on a, puis on parle beaucoup de la tortue aussi parce que la tortue c'est la base en fait de notre cosmovision ici sur notre histoire de création, mais pour eux aussi, chez les Inga, c'est la mère des eaux en fait. La femme s'est transformée en tortue pour prendre soin de l'eau, donc on parle de ça, puis on voit aussi, on fait des parallèles entre ce rôle traditionnel qu'on a en tant que femme d'être gardienne de l'eau, de s'assurer qu'il y ait de l'eau propre pour les générations à venir. Puis donc, on part de ça, puis voilà. Putain, j'ai oublié le début de la question. Je me demandais qui était le public pour... Oui, le public. J'imagine que ça va être tout le monde, tu sais. Oui, je pense que les enfants peuvent venir voir ça aussi parce que c'est très immersif, puis très sonore aussi, très imagé. Mais oui, j'espère que ça va conscientiser les gens aussi sur ce qui se passe là-bas en Amazonie, puis sur à quel point nos réalités sont similaires. Mais c'est sûr que ça va parler aux personnes autochtones aussi, j'espère en tout cas. Waira, est-ce que c'est la première fois qu'elle venait au Québec, au Canada? Non. Okay. Non, non, parce que comme on collabore depuis 10 ans, elle est venue souvent ici dans différentes résidences où on a fait des performances aussi. Est-ce qu'elle a vécu un choc culturel en venant au Canada comparativement au rythme de vie colombien? La première fois qu'elle est venue en plein mois de février, en hiver. Il y a une dizaine d'années, donc il faisait encore bien froid à ce moment-là. Là. Mais donc oui, je pense que le climat, ça a été un choc, mais sinon, je pense qu'elle se sent très à l'aise aussi avec tous mes amis autochtones. Je pense qu'elle se sent en communauté. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous relient aussi dans la façon d'être. Puis donc il y a la langue, c'est sûr, mais c'est pas vraiment un problème avec sa personnalité. Tant mieux, parce que aussi, il faut le dire, Montréal est quand même assez multiculturel, donc il y a quand même une certaine ouverture sur le monde, puis même si elle parle avec un accent hispanique, c'est certain que elle parle même pas français ou anglais. Même pas français ou anglais, OK. Oui, non. Donc, oui. Est-ce que cette performance-là avec Waira fait partie d'un cycle de création ou d'une thématique spécifique à l'Espace Go? Oui. J'ai décidé après Marguerite, qui était quand même un projet très dense puis très politisé aussi quand même. J'avais envie de plus de
d'amour, de chaleur, tout ça. Donc oui, c'est un cycle de création sur l'amour. Donc j'en avais fait un l'année dernière, ça s'appelait Nichimus, qui avait réuni plein de femmes autochtones super inspirantes sur le thème de l'amour, de la sensualité et de l'érotisme. Et là, c'est vraiment sur le thème de l'amour et l'amitié. Et il y aura un troisième spectacle en cours sur l'amour et les arbres. Parce que d'un côté, comme un spectacle comme Marguerite, comme tu l'as dit, c'est politique puis tout ça, puis en tant qu'Autochtone, on est militant, on est le fait de vivre est une action politique à quelque part. Ouais. Mais il faut aussi se donner le droit, si je te comprends bien, à être heureux, à vivre l'amour, à vivre des émotions qui sont au-delà du combat politique. Tout est politique, je pense. Hein? Tout est engagé. Je pense de parler d'amour, c'est justement un acte de résistance aussi, puis de réaffirmation, puis de réappropriation du désir, de notre sensualité, de notre connexion au territoire aussi. Tout est lié par rapport au thème de l'amour. Donc, je pense que c'est aussi très politique de parler de ça. Puis moi, je trouve ça très pertinent parce que souvent, quand on parle de la sexualité des femmes autochtones, de notre sensualité, de notre vie érotique et de l'érotisme en général, souvent, on est sexualisé d'une façon peut-être pas super positive par la société en tant que telle. Moi, j'ai entendu mon parrain qui me disait « Ah ouais, les Autochtones paraît qu'au lit, là. » C'est vraiment des stéréotypes comme ça qui nous suivent. Donc, le fait de s'approprier notre propre sensualité, sexualité, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Ben oui, on en a besoin de plus de modèles comme ça ou d'espace pour parler de ces choses-là aussi. Il nous reste quelques minutes, mais on approche la fin de notre entrevue. Je voulais juste mentionner rapidement que Coucoum de Michel Jean est en adaptation théâtrale, donc en collaboration avec Joséphine Bacon et Laure Morali. Vous assurez la mise en scène, donc ça va être produit au Théâtre du Nouveau Monde, et ça va être présenté du 12 novembre au 7 décembre. C'est une belle expérience, là, de travailler au TNM? Oui, je veux dire, on n'est pas encore entré dans là-bas. Là, on est rendu à une deuxième version du texte de Laure et de Joséphine, et c'est super. Et puis, c'est très excitant. On va commencer en juin là à s'y mettre en répétition. Le livre a remporté un très grand succès et en plus, Laure et Joséphine sont des amies créatives. Oui. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir aussi la pièce à l'Espace Go. Ouais. L'Espace Go, ça fait quand même plusieurs années que vous travaillez avec l'Espace Go. Est-ce que vous sentez que c'est l'initiative qu'ils font envers vous d'inclure des Autochtones dans leur programmation, vous sentez que c'est bien sincère? C'est des bonnes questions. Hein. On est toujours en train de naviguer entre est-ce qu'on est une coche à caser ou est-ce que les gens sont vraiment intéressés par notre pratique artistique. J'espère que c'est la deuxième réponse, que l'équipe artistique est intéressée par ce que je fais, parce que je présente. Et puis, c'est sûr que on doit toujours négocier. C'est des relations qui peuvent être frustrantes par moment, mais qui peuvent aussi beaucoup apporter. Pour moi, c'est quand même un tremplin qui a été important dans mon cheminement aussi. J'ai appris sur le tas aussi, donc d'avoir une institution derrière moi qui m'appuie, qui me donne des espaces de travail, des moyens pour réaliser mes visions, c'est déjà ça, c'est énorme en tant qu'artiste. Donc, je suis reconnaissante pour ça parce que je vois aussi le chemin que j'ai parcouru en 3 ans, là. Émilie Monet, un gros merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Donc, on invite tout le monde à aller voir à l'Espace Go du 14 au 30 mai. Nigamon Tunai. Nigamon Tunai, ouais. Merci beaucoup. Tunishkamitin. Bajashan. Merci, Bajashan. Where do we go from here? Where do we go from here? Grandfather, did we flip the scripture? Grandfather, I think we flipped the script.
sometimes they used to beat that drum for an hour steady until our dead people come to us. I was gone all those years, figuring you'd always be here. I was gone all those years. Why are you slowly disappearing? Oh, that blinding light. Oh, the burning sights. Oh, your guiding light. What if I'm afraid of the coming night? And they ask us what we were doing and all that. And to be good. And they were with us. They were with us all the time. And they quit that once the old people died. I was gone all those years. Why are you waited here? I was gone all those years. Now I'm here, or just reappear. Oh, that blinding light. Oh, the turning tide. Oh, your guiding light. Know that you've pierced the fire. Everything. What's your name? You told me. Martin. Everything. What's your name? Alors, on écoutait Ace Hanabi avec sa chanson Nomads. C'est un membre de la Première Nation de Sandy Lake et c'est de la nation Ojibwe. Et c'est un auteur-compositeur, bien sûr, canadien. Donc là, Alexis, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. On parle souvent des fraudes identitaires à l'émission. C'est un sujet aussi qui tient à cœur, beaucoup d'Autochtones qui militent pour qu'on ait des processus pour quand on a affaire à des Autochtones, qu'on soit on embauche des vrais Autochtones, qu'on donne des bourses d'études à des vrais Autochtones, qu'on achète de l'or à des vrais Autochtones. Et il y a même un sommet sur ce sujet qui... Oui, qui s'en vient. Ça va avoir lieu le 14 et le 15 mai. Ça a lieu à Winnipeg. Par contre, on peut l'écouter en ligne. C'est organisé par les chefs de l'Ontario et la Fédération Métis du Manitoba. Ça va être bien sûr en anglais, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur leur ligne YouTube ou encore au www.indigenousidentityfraud.org. Qui qu'on va avoir comme invité à ce sommet-là? Ben, là, entre autres, le 14, il va avoir Pam Palmater, l'avocate quand même assez connue. Qui a un blog qu'on peut voir sur YouTube. Sur TikTok aussi. Sur TikTok. J'ai pas TikTok, fait, je le sais pas, là, mais... Oui, elle est pas mal active là-dessus. Ouais. Donc, c'est de l'éducation populaire qu'elle fait beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup son travail et certainement que je vais jeter un œil à ça. Et nous, Nigamou, cet été. Là, on avait déjà parlé de Samantha Fox, de Bryan Adams. Mais là, écoute, c'est Camaro, Claude Dubois, Elie Sapi, Flo Rida,
Aqua. Puis là, bien sûr, on a Shawit. Aqua comme... I'm a Barbie girl. Ouais, oui. Eh ben... Puis après ça, bien sûr, là, on a des artistes Inuits locaux, plus comme Shawit, Katia Rock, Scott Picard, Brian André, Ninan, pour nommer que ceux-là. Il va y avoir Soleil Launière aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine. Il va y avoir même les Fort George Rockers, un groupe cri de la baie James de Fort George. C'est un gros événement. Hein? C'est sur combien de jours ça se passe d'habitude, ce festival? Habituellement, c'est 3 jours, mais je sais qu'en plus, ils ont 4... c'est du 30 juillet au 4 août. Puis là, cette année, ils ont 2 scènes, plus ils ont comme une autre scène comme sur un autobus aussi. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. On peut acheter nos bracelets pour participer à tous les jours ou s'y aller seulement pour une journée qu'on préfère. Je sais qu'on peut faire du camping. Je suis pas certaine pour les VR, par contre, là, mais du camping, il y a moyen d'en faire sur le site aussi. J'imagine si on veut une chambre d'hôtel, il faut réserver tout de suite. Et c'est s'il en reste. Oui, mais moi, j'ai négocié, je peux aller planter ma tente dans la cour arrière d'une amie, si je veux. J.D. Curtness. Oui, donc ça, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Elle est nommée pour un prix pour voix autochtone, le Indigenous Voice Awards, en bon anglais, pour son roman « La vallée de l'étrange ». Elle est finaliste dans la catégorie récit et fiction en français et les gagnants vont être annoncés le 21 juin. À Kahnawake, qu'est-ce qui se passe au point de vue environnemental? Hey, c'est préoccupant. Honnêtement, là, il y a une compagnie, il y a vraiment le conseil de bande qui reconnaît, là, parce qu'il y a des membres de la communauté, des Kahnawake-Oronon. Désolé, mon moment qui est pas au point. Donc, c'est ça. Donc, ils sont vraiment... Il y a le parc industriel Sainte-Catherine qui est tout près adjacent à la Kahnawake Survival School. Et donc, là, vraiment, le Kahnawake Environment Protection Office, donc le bureau de protection de l'environnement, la santé publique et la santé environnementale, sont en train de vraiment regarder qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là qui enverrait des fumées toxiques qui contribueraient à polluer l'air ambiant. Pessamit? Oui, à Pessamit, il y a eu l'inauguration d'un monument pour les femmes autochtones disparues et assassinées. On le sait, le 5 mai dernier, c'était la journée pour la commémoration des femmes assassinées disparues. On invitait les gens à porter du rouge cette journée-là. Donc, c'est ça, Pessamit a inauguré un monument. Si vous allez voir sur la page Facebook de Pessamit, on peut voir la vidéo de l'inauguration du monument. Qu'est-ce qui se passe le 7 juin prochain? Le 7 juin prochain, ça va être à Québec. C'est le Salon de l'emploi MAMU, organisé par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations et du Québec et du Labrador. Et qu'est-ce qui a 40 ans? Oui, c'est Paktutit, l'Association des femmes inuites du Canada, qui a célébré ses 40 ans. C'est notre dernière de la saison. Dû à des coupures budgétaires, notre saison s'est écourtée et aujourd'hui, c'est la dernière émission. C'était vraiment un plaisir de te retrouver pour cette saison-ci, Alexis. Ben oui. C'était vraiment, on a été chanceux, on a eu des invités vraiment super. C'était un plaisir. Oui, en effet. Dernière, peut-être, on va voir, on espère voir si on va être renouvelé. Mm-hmm. Mais bon, il y a quand même toute une équipe. Faut saluer Mathieu Tessier à la régie, qui fait un excellent travail. Toujours sympathique. Toujours le fun de travailler avec lui. Claire Guérin et Sylvestre Déterre aussi. À la recherche, font beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, c'est pas juste nous deux, cette émission-là. C'est toute une équipe. Vue et Voix aussi. Qui est derrière ça. Donc, allez à cette opportunité-là de pouvoir avoir eu la chance d'avoir ce micro-là. Miigwech, merci beaucoup. Au revoir.